Bonjour à tous. Avant de commencer, je voudrais dire merci à Sonytech. Je viens d'en parler avec François. Je pensais qu'il y avait eu plus d'éditions, mais c'est la troisième. C'est la deuxième fois que je suis là et donc je suis super content de venir à une conf, de voir plein de talks super intéressants. Et j'espère que vous prenez autant de plaisir que moi. Bravo à vous d'être là à 9 heures pour parler d'accès réactif à des bases de données relationnelles. Avec la soirée d'hier, certains se sont couchés tard, je pense que c'est voilà, c'est courageux de votre part. Pourquoi je vais vous parler de ça? Parce que c'est mon domaine de travail. Donc moi, je suis membre de l'équipe Vertex Core, je travaille chez Red Hat. Je maintiens le client réactif pour Microsoft SQL Server et pour Oracle également, mais je contribue aussi à celui de Postgre et de MySQL. Je suis aussi contributeur à Quarkus, et dans Quarkus, en fait, je maintiens les extensions qui permettent d'accéder de manière réactive aux bases de données. Et voilà pour vous expliquer un peu pourquoi le sujet me passionne. En fait, je ne suis pas tout seul, j'ai aussi Choulienne qui est là-bas. On m'a dit qu'elle allait m'aider, mais je ne sais pas trop pourquoi. Bon, voilà. Alors, ce dont on va parler aujourd'hui, on va parler d'évolution du paysage de la programmation. Moi, j'ai commencé il y a à peu près 15 ans, et la manière de déployer des applications, de les programmer, depuis, elle a pas mal changé, et aussi la manière de déployer, le type de serveur auquel on a accès. Ensuite, je vais vous faire des démos avec les clients Vertex SQL. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà entendu parler de Vertex dans la salle? Ouais, pas mal, c'est cool. Si vous n'êtes pas développeur Java, c'est pas grave, il y a plein de contenu qui est pas spécifique au langage et qui peut être intéressant. Et puis, pour terminer, on va essayer de donner un petit aperçu de ce qu'on peut faire de façon un peu plus classique quand on travaille avec Hibernate. Donc pour accélérer les développements, c'est pas mal pratique, on verra, pour démarrer de nouvelles applications. Alors ce paysage qui a changé, pour moi il a changé pour sur trois aspects. Le premier, c'est le type d'application qu'on crée. Donc il y a une quinzaine d'années, moi quand j'ai démarré, on faisait des applications back-office avec quelques dizaines d'utilisateurs en général. On avait souvent un gros serveur d'application, une base de données, souvent Oracle d'ailleurs. Et puis c'était très rare d'avoir autre chose quand on vous demandait, quand vous proposait un projet. Et depuis, il y a eu plusieurs révolutions, notamment il y a l'arrivée des téléphones mobiles, des tablettes, des types d'applications. Souvent on nous demande maintenant d'envoyer des notifications à nos utilisateurs. Et donc en fait on doit pouvoir gérer tout un tas d'événements. Et peut-être que l'application sur laquelle vous travaillez aujourd'hui, c'est pas Facebook, c'est pas Gmail, c'est pas des applications web-scale comme on dit, mais vous êtes peut-être quelque part entre les deux avec une application qui ne fait plus seulement que parler à une base de données, mais qui fait autre chose, qui appelle des API, etc. Un deuxième aspect, c'est que c'est la façon dont on crée les applications qui a changé. Auparavant, on faisait des applications de type monolithique, donc si on fait bien son travail, elle est modulaire, etc. Il n'y a pas de mal en soi à faire du monolithe, même à en faire encore aujourd'hui, ce n'est pas du tout un souci. Mais au fil du temps, de plus en plus de personnes créent leur application sous forme de microservices. Alors, microservices, macro-services, je ne sais plus comment tu as appelé ça toi François, microservices, voilà. Encore une fois, la réalité, c'est pas caricatural, c'est pas où je fais un monolithe crude, où je fais des microservices event-driven, etc. Non, la réalité, elle est quelque part entre les deux. Et pourquoi on fait des microservices? Enfin, on se dirige vers ce type de structuration, d'une part parce que ça permet de maintenir des équipes à taille humaine, donc c'est plus facile à gérer pour s'organiser. Parce que ça nous évite de devoir gérer des plannings extrêmement complexes et donc du coup on peut, en théorie, si on fait bien les choses, livrer un peu plus souvent et pas attendre des mois de tests et de prières pour être sûr que ça va bien se passer quand on va partir en prod. Et puis aussi parce que
si on commence à avoir un peu de charge, plutôt que de faire monter, d'augmenter la puissance de ce qu'on a dans nos machines pour toute l'application, on va pouvoir le faire pour seulement les parties qui nous intéressent ou qui en ont vraiment besoin. Alors la troisième évolution, c'est qu'on ne déploie plus les applications sur le même type de machine. Donc, je vous parlais tout à l'heure de l'application sur laquelle j'ai travaillé, moi, il y a 15 ans, dans une banque. On déployait ça sur des grosses machines IBM avec des CPU PowerPC. Il y avait plein de RAM. La machine, elle était uniquement pour nous. Il n'y avait rien d'autre qui tournait dessus. Et c'était des machines ultra fiables et ultra chères aussi. Et donc, il fallait la commander longtemps à l'avance. Et puis, une fois qu'on l'avait, on l'amortissait tranquillement sur une dizaine d'années. Ensuite, on s'est dirigé vers un modèle où on avait des machines virtuelles. Et ça, pourquoi on fait ça? On fait ça parce que si on a des machines virtuelles, au lieu d'acheter des machines très chères et très très fiables, on peut acheter des machines beaucoup moins chères, beaucoup moins fiables, mais si elles plantent, si le disque dur, si la mémoire a des problèmes de fabrication, etc., on s'en fiche. Puisque la machine virtuelle, c'est pas grave, on peut la déplacer ailleurs. Alors, en pratique, ça se fait pas en un claquement de doigts, c'est pas évident, mais il y a des gens dont c'est le métier qui savent faire ça très bien. Et donc ce modèle a permis déjà de donner un petit peu de souplesse. Et puis, de nos jours aussi, on fait beaucoup de déploiement dans des conteneurs. Alors, il y a beaucoup de gens qui utilisent les conteneurs pendant le développement. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui déploient leur application dans des conteneurs aujourd'hui? Bon, je dirais qu'il y a plus de la moitié de la salle, voilà. Et pourquoi on fait ça? On fait ça pour maximiser la densité sur les machines sur lesquelles on déploie. Donc plutôt que d'avoir une grosse machine qui va tourner à 50% de sa capacité, on va essayer de mettre un maximum d'applications. Donc la nouvelle normalité, ou celle de la réalité qui est un peu intermédiaire là, entre ce qu'on faisait il y a 15 ans et ce qui se fait de plus en plus aujourd'hui, c'est que nos applications, elles sont de plus en plus colocalisées sur des machines virtuelles. Elles ont accès à quelques CPU virtuels, quand on a de la chance, à une quantité de mémoire. Alors en Java, on dit on règle la taille de la heap assez réduite. Donc là, on passe des applications sur serveur d'appli avec 4 Go de heap à des applications qui en utilisent quelques centaines. Donc c'est quand même un changement assez important. Et puis l'autre changement, c'est que nos applications, elles vont plus seulement se connecter à la base de données, elles vont se connecter à plein d'autres choses. Ça peut être des systèmes de stockage NoSQL, ça peut être des caches, ça peut être des systèmes de messagerie, du Kafka, enfin bref, ça peut être plein de choses. Et puis aussi des API externes, HTTP, gRPC, etc. Donc, d'un côté, un accès aux ressources qui est plus réduit, et de l'autre côté, des communications réseau beaucoup plus importantes. Enfin, surtout beaucoup plus diversifiées. Et donc, ce changement de paradigme pour nos applications, il appelle à un changement de programmation. Alors, réactif, c'est un terme très très surchargé. Derrière ça, on peut mettre plein de significations. Et c'est tellement confus parfois que la dernière fois, j'ai eu une conversation avec quelqu'un qui m'a dit qui avait confondu réactif et responsive dans des applications web. Enfin, voilà, un peu, ça peut être le bazar dans nos têtes. Moi, ce que je vais vous expliquer, c'est la manière dont on le fait dans Vertex et dans Quarkus. Mais avant ça, on va revenir sur le modèle de programmation que la plupart des programmeurs Java connaissent sur les serveurs d'application type JBoss EAP ou Spring Boot quand on fait du Spring classique. Et ce modèle de programmation, c'est un thread par requête. Donc, quand on a des connexions qui arrivent sur notre serveur, on va prendre un thread dans le pool, parce qu'on ne va pas en créer des dizaines et des dizaines, on en crée un certain nombre. Et puis, on attribue, c'est celui-là, on attribue à chaque requête un thread.
Est-ce que quelqu'un a une idée de ce que j'ai voulu représenter par les boîtes rouges ici? Non, il y a quelqu'un qui veut se lancer? Oui? Voilà, c'est ça. Donc, quand chaque fois qu'on va se connecter à une base de données, à une API distante, à Kafka, à ce qu'on veut, eh ben, le thread, lui, va être bloqué. Et pendant ce temps-là, il n'est pas disponible pour traiter d'autres requêtes de l'application. Et on est obligé d'attendre comme ça plusieurs fois que la ressource se libère. Donc ça, ce n'est pas une manière très, très efficace de gérer les choses, pour plusieurs raisons. Notamment, c'est que si on veut traiter de plus de requêtes, il va falloir mettre beaucoup de threads. Et ça, ce n'est pas forcément pratique, parce que chaque fois que vous bloquez, le système il doit faire un changement de contexte. Ça coûte. Alors, si on a un nombre raisonnable de threads, ça va, mais du coup, on ne peut pas traiter un très grand nombre de connexions. L'autre problème, c'est que chaque thread, il prend sur les systèmes, sur les architectures modernes, il prend environ 1 méga à chaque fois pour sa stack. Donc si vous rajoutez des threads, à chaque fois, vous rajoutez 1 méga comme ça, juste de base, 1 méga de stack qui est prise pour chaque thread. Le modèle que nous, on propose dans Vertex, et c'est aussi le modèle sous-jacent dans Quarkus, c'est pas d'utiliser un thread par requête, mais des event loops. Alors les event loops, c'est pas quelque chose que nous, on a inventé, ça existe depuis super longtemps. Il y en a dans les navigateurs, il y en a en général dans toutes sortes d'UI où on a un seul thread qui rafraîchit l'écran. Si vous connaissez Node.js, c'est comme ça que ça fonctionne. La différence, c'est que Node.js, lui, il va en avoir qu'une seule d'event loop au lieu d'en avoir plusieurs. Et ce qu'on va faire sur l'event loop, c'est qu'on va multiplexer le traitement des requêtes. Donc, quand il y a une requête qui va arriver, on va avoir le début du traitement. Ici, par exemple, on va extraire les paramètres qui sont dans le chemin HTTP, où on va extraire le corps du message HTTP, qui est peut-être un JSON qu'il faut analyser, transformer en objet, etc. Et puis là, on va avoir besoin ici d'envoyer une requête à la base de données, ou à un cache, ou interroger un cache, etc. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser tomber le traitement de la requête qui est en cours et passer à la requête suivante. Et quand on aura le retour de l'information qu'on souhaite, à ce moment-là, on pourra reprendre là où on a laissé le traitement. Donc, pour pouvoir faire ce genre de choses, il nous faut des API non bloquantes. Pourquoi? Parce que sinon, on se retrouve dans le problème d'avant où le thread ne peut plus progresser dans le programme. Ce qui est intéressant ici à voir aussi, c'est que dans notre modèle, vous n'en avez pas qu'une seule, parce que tout à l'heure, on a dit qu'on avait moins de ressources, mais on a quand même, en général, au moins 2, 3, 4 virtual CPU, donc ce serait dommage de n'en utiliser qu'un seul. Et puis, il y a un autre avantage dans ce modèle, c'est que tout ce qui est timeout ou failure ou échec sur le réseau, c'est un événement qui est nativement compris par le système. Donc, si vous devez retenir quelque chose de cette partie-là, c'est qu'on fait ce type de développement non pas parce que le réactif c'est ultra performant, etc. Franchement, il y a ceux qui veulent de l'ultra performance, ils ne vont pas utiliser des choses comme Vertex ou comme Quarkus réactif ou même Spring réactif. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est d'être efficace avec le matériel qui nous est donné. Et on est efficace dans quel contexte? Non pas sur des applications qui font que des appels à une base de données ou qui communiquent avec un seul élément extérieur, mais avec des applications, on va dire modernes, qui communiquent avec différentes sources d'informations. Alors, dans ce nouvel univers, on pourrait se dire, mais pourquoi est-ce qu'on veut encore communiquer avec des bases de données, après tout? Parce que dans la nouvelle ère, il y a eu des nouveaux systèmes de stockage NoSQL, certains orientés documents, comme Mongo, certains orientés clé-valeur, comme Redis ou Infinispan, d'autres orientés column, comme Cassandra. Et eux,
ils sont nés à une époque où la virtualisation, bon, les conteneurs, ça n'existait pas encore, mais le fait de travailler sur des architectures multicœurs, d'être capable de supporter ces modèles de programmation avec beaucoup de connexions, ils sont nés dans cette ère-là. Et donc, le protocole de communication entre votre application et ce système de stockage, il est pensé pour faire du multiplexage. Les clients, les API qui vous sont fournis, par exemple les drivers Mongo, les drivers Cassandra, etc., eux, ils fournissent des API non bloquantes. Donc, si vous les utilisez dans une appli traditionnelle, Spring, Whitefly, etc., vous allez utiliser des API bloquantes, mais c'est créé par-dessus un système non bloquant. Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est que les bases de données relationnelles, elles ont encore des arguments quand même. Donc, la première, c'est que ça fait plusieurs décennies qu'elles existent, que des gens se sont, enfin, ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour essayer d'optimiser les performances au maximum. Que ce qui était vrai des bases de données relationnelles il y a encore 10 ans, où on disait « oh, c'est pas possible, j'ai besoin de pouvoir stocker de manière un peu plus souple des données non structurées comme du JSON, ou j'ai besoin de faire des requêtes géospatiales, etc. » Maintenant, ce sont des fonctionnalités qui existent, alors pas dans toutes, mais dans la plupart. Et dans Postgre, ben, on a tout ça, et dans Postgre, on a même un système clé-valeur. Un autre avantage des bases de données relationnelles, c'est que vous avez des compétences, que ce soit pour les devs ou que ce soit pour les ops. Ça fait des années qu'ils managent des bases de données relationnelles. Ils n'ont pas à devoir réapprendre tout un système. Et puis parfois, quand vous créez des nouvelles applications, il n'y a pas que simplement j'ai besoin d'un système de stockage, je vais prendre un nouveau système de stockage. On doit s'intégrer à des systèmes existants. Et dans ce cas-là, bah, voilà, on n'a juste pas le choix. Alors, pour parler à des bases de données relationnelles en Java, il y a un certain nombre de solutions. Je ne les ai pas toutes listées, mais je vous ai listé celles qui me paraissaient intéressantes de citer ici par rapport à ce qu'on va voir après. La première, c'est JDBC. Donc JDBC, c'est une spec. C'est une spec qui définit une API pour les utilisateurs et une API qui est plutôt bas niveau. Est-ce que parmi vous, parmi les développeurs Java, qui ne connaît pas JDBC? Non, personne. Tout le monde a fait du JDBC. Quand on fait du JDBC, qu'est-ce qu'on fait? On récupère, on crée un prepare statement, on doit aller mettre à jour chacun des paramètres, ensuite on va l'exécuter, on va itérer sur le result set, extraire chacun des paramètres par son nom ou par sa position. C'est pas très comment dire, sympa à utiliser. En revanche, si vous avez une base de données qui fournit un driver JDBC, vous êtes sûr que vous pouvez le prendre et ça va marcher avec l'API que vous connaissez. Il y a dans la communauté des gens qui ont créé RxJDBC, donc c'est un JDBC que vous pouvez manipuler avec les reactive extensions, donc flowable, single, completable, etc. Nous, ça ne nous intéressait pas de trop parce que les bases de données relationnelles, elles ne sont pas faites pour streamer des résultats. Dans une base de données, une fois qu'on a les résultats, il faut les prendre et libérer les ressources le plus vite possible. La base de données, c'est en général dans une architecture la partie la moins scalable, entre guillemets. C'est-à-dire que si vous avez un petit problème de charge, vous pouvez rajouter des nœuds sur votre application et puis avec un load balancer, envoyer les requêtes un peu à droite, à gauche. Une base de données, on ne rajoute pas des nœuds comme ça, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, il faut libérer les ressources le plus vite possible et prendre les résultats et laisser les ressources disponibles pour les requêtes suivantes. Il y a un autre effort qui a été fait dans la communauté, c'est Postgres Async. En fait, ça s'appelle comme ça, mais il y avait Postgres et MySQL. Où là, pour le coup, c'est la première fois qu'il y avait un accès avec un interpréteur de protocole.
Et nous, on avait ça dans la stack Vertex à un moment, on avait des gens qui étaient intéressés par ça, donc on l'avait inclus. Le problème, c'est que c'était tout écrit en Scala, donc pour ceux qui voulaient faire des applications Java et ne pas avoir plein de jar en plus, etc., bah, voilà, c'est un peu pénalisant. Et pareil pour nous, pour débugger, ça veut dire que bah, il faut, en gros, votre application, ça devient une application Scala, quoi, ce qui est un petit peu embêtant. Donc moi, je vais vous présenter les clients Vertex SQL juste après. Et quand on a commencé, au début, on n'avait qu'un client pour Postgre. Et entre-temps, Spring a lancé la spécification R2DBC. Et alors, c'est comme pour JDBC. R2DBC, c'est le JDBC dans le monde réactif, on va dire. C'est-à-dire que c'est une spécification et si on vous fournit un driver, bah, vous pouvez vous connecter à différents types de bases de données. Et là, encore une fois, ça ne définit pas d'API sympa à utiliser. Si vous voulez manipuler les requêtes et les résultats facilement, il va falloir tirer du Spring Data JPA, du Spring Data, des choses comme ça. Donc R2DBC seul, c'est réactif, donc déjà c'est mieux, ça colle mieux au modèle qui nous intéresse, mais par contre, au niveau des API, c'est très bas niveau. Alors les clients SQL Vertex, en résumé, c'est un jeu d'API déjà, qui fournissent un modèle pour manipuler une connexion, un modèle pour manipuler un pool de connexions, des transactions, des recettes. On va voir ça tout à l'heure dans les exemples. Donc les recettes, c'est le jeu de lignes qu'on a remonté de la base de données. Et pour nous, c'était important de fournir tout ça parce que quand vous faites du JDBC ou R2DBC, d'ailleurs, c'est pareil, il me semble, vous n'avez pas cette notion de pool. Il faut aller chercher une librairie qui vous fournit un pool de connexions par ailleurs. Alors que bon, quand on veut accéder à une base de données, en général, on ne crée pas, sauf si on fait une application qui se connecte une fois, fait un traitement et s'arrête. Donc un truc batch, on va dire. En général, vous vous connectez en permanence et vous voulez maintenir les connexions. Ça coûte trop cher de recréer les connexions à chaque fois. Donc nous, on voulait qu'il y ait un pool qui fonctionne et qu'on ne soit pas obligé et qui fonctionne bien avec les API non bloquantes. Et puis, on a différentes implémentations. Et là, vous allez avoir le cerveau qui va exploser, mais il y en a une avec JDBC. Et la raison pour laquelle on a ça, c'est que nous, on fournit des clients natifs où on implémente un décodeur de protocole pour Postgre, pour MySQL, SQL Server et DB2. Mais il y a des bases de données qui ne sont pas dans cette liste. Alors normalement, avec ça, vous êtes couvert, je veux dire. Est-ce qu'il y en a qui utilisent des bases de données qui ne sont pas dans cette liste ici? Laquelle? Cockroach? Bon, il n'y a pas beaucoup de monde, quoi, voilà. Donc, normalement, avec la liste de clients natifs, vous êtes couvert. Si jamais vous utilisez une base de données qui n'est pas dans cette liste, il y a toujours la possibilité de revenir sur JDBC. Mais ce qu'on va voir dans les exemples après, c'est que même si ça utilise JDBC en dessous, les API dont on dispose, elles sont quand même beaucoup plus sympas. Et le troisième outil qu'il y a dans notre boîte, parce que Vertex, c'est un peu ça l'esprit, c'est l'esprit boîte à outils. Donc, c'est des librairies qu'on embarque facilement dans n'importe quel type d'application. On a les SQL Client Templates, et ça permet de facilement passer des paramètres au moment où on prépare sa requête, au moment où on l'exécute, et de récupérer les lignes de la base de données, en mappant les rows vers des objets, si on veut faire des objets, plutôt que de manipuler du JSON, par exemple, directement. On va commencer par le JDBC client, puisque ça, c'est ce que tout le monde connaît. Alors, comment ça fonctionne? Comme c'est du JDBC, il va nous falloir un worker thread, parce qu'on ne peut pas bloquer l'event loop qui traite notre requête HTTP. Donc, en pratique, qu'est-ce qui va se passer? On va recevoir la requête HTTP. Quand on va extraire les paramètres, on va se rendre compte que pour cette requête, il va nous falloir des accès en base de données. À ce moment-là, on va déporter les appels bloquants sur le worker thread.
Ici, sur le worker thread, on va faire l'appel à la base de données. Quand ce sera fini, on va décoder les résultats en itérant sur le result set, etc. Et à la fin, on va retourner sur l'event loop, prendre les résultats, les mettre dans du JSON, faire ce qu'on a à faire et renvoyer au client. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Est-ce que vous voyez tous bien là, ou est-ce qu'il faut que je grossisse un petit peu? Non, c'est bon? Parfait. Alors, ça, c'est un vertical vertex. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, dans Vertex, on fait vertical, c'est un point d'entrée de votre application, si vous voulez. Et à chaque vertical qu'on déploie dans Vertex, on assigne une event loop. Donc, il y a la méthode start ici. Quand je vais démarrer mon application, je vais récupérer la configuration avec l'hôte vers Postgre, le port, et je vais initialiser le pool. Ensuite, là, on va utiliser le routeur de Vertex. Alors, pour ceux qui ont déjà fait du Node.js, ça fonctionne un peu comme Express. Donc, en fait, on définit des routes. On va dire que quand on a une méthode get sur le chemin /product, on va appeler la méthode listProduct pour répondre à la requête. Et ainsi de suite. Donc là, quand on aura une méthode get sur un produit en particulier, on va retourner le produit. Et puis, quand on aura une méthode post sur /products, c'est qu'on veut créer un produit. Et ensuite, on crée le serveur HTTP à la main. Voilà, ce n'est pas le conteneur qui nous le donne. Et ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc maintenant, on va regarder les parties qui nous intéressent vraiment, parce que la partie HTTP, ce n'est pas pour ça qu'on est là aujourd'hui. On a la partie d'initialisation du pool. Alors, comment est-ce qu'on fait? On crée des connect options. On lui passe une URL JDBC, c'est normal, puisqu'on a, un driver JDBC vers PostgreSQL qui est dans l'application. Donc, il faut l'initialiser avec une URL JDBC. On lui passe l'utilisateur, mot de passe, et on définit combien on veut de connexions dans le pool. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que dans l'API Vertex, on fournissait un pool de connexions. Donc l'implémentation, c'est nous qui la faisons pour les clients natifs, mais pour JDBC, c'est pas nous. En fait, pour JDBC, on est obligé d'utiliser un pool de connexion classique. Donc moi, là, j'ai choisi Agrole, qui est celui qu'il y a dans JBoss EAP et dans Quarkus. Mais je peux le créer tout de même avec les API de Vertex, ça fonctionne comme ça. Ensuite, je dis JDBC pool, crée-le-moi avec ces options pour la connexion, ces options pour le pool, et voilà. Je vais avoir ensuite une méthode pour lister mes produits qui est ici. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va requêter sur la table produit. Alors, je vais oublier de vous montrer à quoi ça ressemble, la table produit. C'est peut-être intéressant de le montrer. Voilà. Donc la table produit, elle est toute simple. Elle contient un ID qui est un big serial, donc qui est auto-incrémenté, un nom qui ne doit pas être nul et un prix qui est numérique et qui ne doit pas être nul non plus. Voilà. Ce qu'on va faire ensuite, voilà, je me suis trompé de bouton sur la zapette, désolé. Je reviens sur mon list products. Ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va demander au pool de nous exécuter une requête. Donc là, on va sélectionner tous les champs de la table produit. Et quand on va appeler execute, le Vertex SQL Client pour JDBC va nous renvoyer un row set. Donc un row set, c'est un ensemble de lignes de base de données. Là, je vais créer une liste qui est de la taille de mon row set. Et pour chaque ligne, je vais transformer la ligne en JSON et je vais l'ajouter dans ma liste de produits. Et à la fin, je renvoie un JSON array. Dans Vertex, on a JSON array, JSON object qui permettent de manipuler du JSON directement sans passer par du mapping objet. Donc là,
En gros, si on a une API qui doit renvoyer du JSON, ben, on a un moyen très facile d'exécuter une requête, de transformer le résultat en JSON et de le renvoyer au client. Donc, j'ai essayé de faire le travail mentalement de ce que vous auriez dû faire si vous le faisiez avec JDBC. Ça aurait demandé un petit peu plus de lignes que ça. Alors, il existe bien sûr des librairies, etc. Il y en a plein pour faire ça, mais souvent, après, nos applications, elles ont, quand on regarde le nombre de librairies qu'il y a dedans, c'est assez long comme le bras. Donc là, tout est fourni directement. Si on continue sur la création du produit, ben là, ici, on va récupérer, donc la création du produit, c'était quand on envoyait une requête POST. Donc, on va récupérer le corps de la requête POST en tant que JSON. On va mapper ça sur un objet produit. Donc ça, j'ai fait ça parce que je voulais montrer l'exemple du mapping. Et l'objet produit, bah, évidemment, ce n'est pas quelque chose de sorcier, c'est un ID, un nom, un prix, voilà. Et ça, bah, c'est Jackson DataBind qui va faire le travail de transformer de JSON en objet. Et puis, j'ai une petite méthode ici que j'ai faite manuellement où je valide un produit qui doit rentrer, donc il faut vérifier qu'il n'est pas nul, que son nom et son prix ne sont pas vides. Et quand on a fait ça, ben, si le produit il est bien valide, à ce moment-là, on va pouvoir exécuter une prepared query cette fois. On va demander d'insérer dans la table produit les valeurs qu'on a récupérées. On va le faire en passant un tuple. Donc, tuple, c'est une API qu'on propose qui permet de passer un ensemble arbitraire de valeurs à l'API SQL Client. Et puis, ben, en retour, je vais avoir à nouveau un row-set. Alors vous allez me dire, un insert, pourquoi il y a un row-set? Eh bien parce que ce row-set, il me permet d'accéder à une propriété qui est les generated keys. Et à ce moment-là, je vais récupérer l'ID, le mettre dans mon objet produit et je pourrai renvoyer le produit. J'ai la même chose sur getProduct, où là, je vais avoir les SQL templates. Donc avec SQL template for query, je vais pouvoir sélectionner tout ce que j'ai dans ma table produit. Ici, vous avez la syntaxe des templates. C'est simplement, on met un dièse avec des accolades, le nom du champ qu'on veut passer. Et puis, on peut mapper directement sur la table produit. Et quand on va exécuter, on va recevoir cette fois-ci un itérateur qui va nous donner directement un objet de type produit qu'on pourra renvoyer avec notre méthode. Donc, si je démarre cette application. Alors normalement, ça devrait bien marcher, j'espère. Donc là, dans mon application, j'ai utilisé Test Containers. Ça me permet de lancer directement une base de données Postgre depuis mon application Java. Évidemment, en production, vous ne ferez pas ça, mais d'habitude, ça s'utilise plus pour des tests, mais là, pour une démo, c'est pratique. Et vous voyez que tout s'est exécuté sur l'event loop. Donc maintenant, on va faire un petit essai. Je vais enregistrer une baguette dans ma base de données. Et si vous regardez bien, je vais descendre un peu. Tout le monde voit aussi là les lignes de la console, c'est bon? On va revenir tout en haut là parce que j'ai mis en niveau trace, donc on voit un paquet de trucs quand même. Ce qui s'est passé, c'est que déjà au premier coup, on est passé de l'event loop de Vertex à un thread qui s'appelle agrol. Ça, c'est parce que le pool de connexion, il a déjà lui-même un thread pour créer les nouvelles connexions. Et d'ailleurs, ce qu'on voit, ce qu'il fait ici, c'est qu'il établit, voilà, là, il établit l'authentification, etc. Et tout ça, ça se passe sur un premier worker qui est celui créé par agrol. Si on continue, à un moment, on va voir, une fois que la connexion est créée, on va passer sur un worker thread de Vertex. Et là, on va voir que, en fait, il va exécuter la requête d'insertion que je lui ai demandé. Si on regarde le code qui est à la suite, c'est en fait, il dit qu'il est prêt, il mappe l'ID, le nom, le prix, etc. Et puis, tout ça, vous voyez, ça se produit sur les worker threads de Vertex. D'accord ?
Si maintenant j'appelle mon slash products, c'est pareil, je vais encore voir des logs sur les worker threads. Et là, vous voyez que j'ai bien mon array JSON qui contient un seul produit puisque j'en ai inséré qu'un seul. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que si j'essaye de compter, alors ça c'est la petite ligne de commande que je ne sais pas si vous la voyez bien, JStack c'est ce qui permet de lister les threads dans une JVM. JPS, c'est pareil, c'est une commande, c'est le PS pour les applications Java, c'est ce qui nous permet de savoir quelles sont les applications Java qui tournent. Donc là, en fait, je lui dis, trouve-moi l'application qui s'appelle server with quelque chose, récupère le PID, liste les threads, et tu vas compter ceux qui ont vertex dans le nom. Et vous allez voir que là, j'ai créé 10 threads en tout, parce que j'ai 2 event loops, plus tout un tas de workers à côté, plus le thread d'agrol, etc. Donc ça fait quand même un certain nombre de threads. Ce qu'il faut retenir de cet exemple, c'est que tout ça, ça marche avec n'importe quel type de base de données, du moment que vous avez un driver. Vous avez accès aux API du client Vertex SQL. Vous pouvez faire des templates. J'ai pas eu le temps, et comme il reste un peu moins de temps, je vais pas aller assez vite. Vous pouvez faire des collector queries, c'est-à-dire que pour manipuler vos résultats, au lieu de le faire, de toujours avoir une liste, vous pouvez passer un collector Java 8. Donc là, vous pouvez faire du mapping, de l'agrégation, ce que vous voulez. Et à ce moment-là, il va utiliser ce collecteur pour traiter votre résultat. L'inconvénient, c'est qu'on a évidemment plus de threads, plus de context switching, et qu'il faut être précautionneux avec la configuration de l'application, parce qu'il vous faudra au moins autant de threads que vous avez de connexion dans la base de données. Postgres Client, comment ça fonctionne? Ça, c'est notre client natif. Là, on a notre décodeur de base de données. Donc, cette fois, on n'a plus de worker, on est toujours sur nos event loops. Mais ce qui va se passer, c'est que quand on a une requête qui va arriver et qu'on aura besoin de données, on va aller interroger le client natif. Et au lieu de le faire en déportant le code, on va passer un message à l'event loop qui s'occupe de la connexion vers la base de données. Elle va faire ce qu'il faut pour encoder la requête. Et quand elle aura obtenu les résultats, elle va renvoyer un message à l'event loop qui s'occupe de la requête HTTP. Et s'il y a besoin d'autres données, on va refaire le système une deuxième fois. Alors le fait qu'on maîtrise là complètement le décodeur de protocole, ça nous permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire avec JDBC à cause de la nature même de l'API, et qui est le pipelining. Alors le pipelining, c'est quoi? C'est-à-dire qu'au lieu d'attendre, c'est le fait de ne pas avoir à attendre que notre première requête soit terminée et qu'on ait reçu les résultats pour envoyer la suivante. Donc, si on a besoin, pour répondre à notre utilisateur, des produits et d'une liste d'utilisateurs ou de clients ou ce qu'on veut, je peux envoyer les 2 requêtes à la fois, et quand PostgreSQL aura décidé qu'il a assez de ressources, il pourra traiter les 2. Et du coup, je ne perds pas ce temps où je suis obligé d'attendre les résultats de la première. Alors ça, c'est comme le pipelining HTTP, c'est pas super magique. Il n'y a que certains types de requêtes qui s'y prêtent. Donc vous pouvez l'activer, faire des tests et voir si ça marche bien pour votre type d'application. Mais il faut faire attention, parce que si on a des requêtes qui prennent un peu de temps, ça peut nous mettre dans un problème qu'on appelle head of line blocking, où c'est la première qui va empêcher que toutes les autres s'exécutent. L'autre truc qui est sympa avec le client natif, c'est qu'on peut faire des connexions à des domaines sockets Unix. Donc ça, c'est pratique si vous devez vous connecter à une base de données sur une connexion chiffrée. Ça peut être un peu rébarbatif d'importer les certificats, etc. À ce moment-là, si votre admin il vous monte une socket Unix sur le système, par exemple avec un PG pool, vous pouvez obtenir vous connecter plus facilement sans modifier l'application.
Alors la démo, vous allez voir, en fait, c'est assez magique. Il y a peu de choses qui changent. Ici, la seule chose qui change, c'est que au lieu de faire comme tout à l'heure, de transformer les rows en JSON, j'ai demandé à Postgre de faire un agrégat du résultat directement en JSON array. Donc du coup, j'ai plus besoin d'itérer sur mon recette, je prends juste le premier résultat, je sais que c'est un JSON array et je peux le renvoyer. Le reste du code, il est exactement le même. Donc je vais vous montrer vite fait comment ça marche. On va passer sur Reactive PG. Donc là, on voit que c'est démarré. Si j'insère mon produit, cette fois, je vois que j'ai plus tous ces logs. Tout s'est passé uniquement avec mon event loop. Et si je fais d'autres requêtes, bah, j'ai bien mon JSON array là, qui est revenu de la base de données. Et si je compte mes threads, bah, cette fois-ci, j'en ai plus que, bah, je ne sais pas si vous le voyez bien, mais voilà, j'en ai plus que 4. Voilà. Donc tout à l'heure, j'en avais une bonne dizaine, je crois. Voilà. Donc ce qu'il faut que vous reteniez sur ces clients natifs, bah, c'est qu'on a toujours la même API qui est facile à utiliser. On n'a plus de context switching, mais simplement, enfin plus de context switching, il y en a toujours, mais en tout cas il est réduit. Et on peut utiliser des features qui ne seraient pas disponibles si on faisait du JDBC. À noter quand même que comme tout ça c'est assez récent, le client PG il a déjà plus de 4 ans, donc lui il couvre vraiment beaucoup de fonctionnalités, donc normalement c'est bon, mais pour les autres, comme SQL Server, normalement c'est plus compliqué. Alors Hibernate Reactive, c'est un effort qui a été fait par l'équipe Hibernate pour pouvoir créer plus facilement des applications. Alors je ne sais pas, parmi vous, il y en a qui ont déjà utilisé Hibernate ou JPA? Ouais, donc pas mal. Je ne sais pas pourquoi vous vous êtes mis à ça, mais en tout cas, moi, ce que je trouvais sympa, c'est que ça permet de démarrer un projet assez facilement, d'annoter ses classes, et rapidement, ben, on va pouvoir avoir le schéma qui va être généré. Donc quand on démarre un proto, qu'on a une démonstration à faire à son client ou à son équipe de test, et ben, c'est sympa de pouvoir donner du feedback rapidement. Hibernate, en fait, va partager le moteur Hibernate avec Hibernate classique non réactif, mais il va créer des adaptateurs sur les clients réactifs de Vertex, donc Postgre, MySQL, DB2. Et là, il n'y est pas, mais le Oracle, maintenant, la version Oracle, elle existe aussi. Alors, je vous montre vite fait comment ça marche dans Hibernate. Cette fois-ci, au lieu de créer un pool, on va initialiser Hibernate. Donc là, on utilise des API, des clés qui sont JAVAX Persistence qu'on reconnaît d'habitude. Ici, il ne faut pas se laisser perturber par ça, parce que comme le moteur est partagé entre Hibernate classique et Hibernate réactif, pour l'instant, ils attendent une URL JDBC, donc il y a un petit adaptateur, il se rend compte que c'est un client réactif, mais il n'y a pas de driver JDBC ici. L'intérêt de faire ça, c'est que on peut se marier avec n'importe quelle librairie qui est dans l'écosystème d'Hibernate, comme le validateur. Donc cette fois-ci, quand je vais sur mon entité produit, non seulement je peux dire comment je vais mapper ça dans la base de données, mais je peux aussi lui dire directement pour la validation que ça ne doit pas être vide, que ça doit être un truc décimal plus grand que 0, etc. Donc on peut faire des choses comme ça. Et du coup, dans mon application, voilà, c'est beaucoup plus rapide de démarrer. Voilà. Alors je vous le montre quand même vite fait. Donc là, on va démarrer le serveur avec Hibernate Reactive. Donc il va toujours me démarrer Postgre dans un conteneur. Hibernate démarre. On voit qu'il m'a créé les tables tout seul cette fois-ci. J'ai plus besoin de mon script SQL.
Et puis, si je fais mon insertion, voilà, là je vois les requêtes que Hibernate a exécutées. Donc là, c'est org Hibernate SQL, c'est ce qui permet de débugger ce que fait Hibernate. Et vous voyez que tout ça, ça se produit sur l'event loop. Donc on n'a pas eu affaire au worker et au driver JDBC. Ce qu'il faut que vous reteniez là-dessus, c'est que ça vous permet de bénéficier de l'écosystème pour la création rapide de nouvelles applications. Il vous permet aussi du coup de créer votre schéma quand vous êtes à des stades relativement tôt dans votre création d'application. Vous avez la puissance de Hibernate Query Language et JPQL. Et puis par contre, comme pour Hibernate classique, ça ne doit pas être une excuse de ne pas apprendre SQL pour optimiser les parties de votre application qui en ont réellement besoin. Voilà. Alors juste un mot si j'ai encore le temps, 1 minute, parfait. Le futur, on a entre HTTP 1 et HTTP 2 eu 25 ans qui se sont écoulés. En 25 ans, on a réussi à enfin avoir un nouveau mode de communication entre des clients HTTP et des serveurs HTTP. Dans une connexion HTTP2, maintenant, on peut multiplexer des requêtes, etc. dans une seule connexion, au lieu d'ouvrir des pools de connexion, par exemple, entre votre navigateur et le serveur. On peut espérer que peut-être à l'avenir, on pourra faire la même chose avec les bases de données relationnelles et qu'on aura des protocoles qui vont évoluer et qui nous permettront de faire plus facilement du multiplexage et des applications avec des modèles non bloquants. Tout ce que je vous ai montré ici, vous le voyez je vous l'ai montré avec Vertex, mais je vous l'ai dit, on contribue ça dans Quarkus aussi. Donc si vous n'avez pas envie de faire des applications avec Vertex parce que vous êtes habitué à des modèles avec de l'injection de dépendance, etc., vous pouvez faire exactement la même chose avec Quarkus et vous aurez tout un tas de bonus qu'il y a avec ça, c'est-à-dire la création d'applications natives, l'optimisation de votre temps de démarrage, etc. Si vous voulez bien, vous scannez, vous mettez votre feedback, ça fera plaisir à Sonitech pour savoir ce que vous en avez pensé, et puis à moi aussi. Et je ne sais pas si j'ai le temps de prendre quand même quelques questions. Alors dans ce cas-là, je serai juste à côté et je suis disponible toute la journée. Voilà. Merci.